Bienvenue, bonjour à tous et bienvenue à notre petit live. Bonjour et bienvenue à notre petit live. Comme annoncé, je vais vous prier de partager le petit direct. Il est 15 heures, passé de 15 minutes à Ikalan Minkoul. Vous m'excuserez, je suis sur une chaise Transvaal qui bascule un peu. Je vous ai annoncé ce direct donc pour 15 heures, mais avec un petit retard de 15 minutes, nous l'entamons. Il est donc 15 heures passées de 15 minutes en France. Il est 14 heures passées de 15 minutes à Ekalan Minkoul, mon village natal. Il est probablement, je ne sais pas quelle heure en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais prendre la parole pour pas répondre. Moi, je ne réponds pas à nos frères ivoiriens, mais pour essayer de faire de la pédagogie et de leur expliquer un certain nombre de faits. Voilà. Je vais vous prier donc de partager le direct parce qu'aujourd'hui, nous devons faire l'unité autour du Cameroun parce que nous allons nous adresser à nos concitoyens de la Côte d'Ivoire. Et je salue comme ça tous ceux qui me suivent en Côte d'Ivoire depuis la lagune des Briers. Voilà. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Mpombia, d'Akeremuna, de Kamto, des Ekang, de Bamileke. Non. Nous allons un peu causer avec nos frères de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Parce que depuis un certain temps, il m'a été donné de constater une certaine agitation de la part de nos concitoyens ivoiriens qui sont certes dans le continent africain, mais du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais devoir un peu rétablir des éléments factuels, et pas la vérité, mais le contexte, des éléments contextuels. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon dimanche. Nous sommes donc précisément le dimanche 10 août 2025. J'ai le cardio, j'ai le temps, je suis en vacances. Comme je vous l'ai dit, depuis quelques jours, depuis début août, je ne reprendrai qu'en septembre. Donc j'ai le temps. Nous sommes le 10 août 2025. Je vais essayer de recadrer un peu, de remonter les bretelles à nos concitoyens de la Côte d'Ivoire. Alors partageons le direct. Si vous connaissez certains de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, vous leur transmettrez ce direct. Et je salue donc comme ça mes quelques followers du côté de la Côte d'Ivoire, parce que j'en ai aussi. Tout comme je m'excuse auprès de certains de mes frères ivoiriens, avec qui je me retrouve souvent. On a des très bonnes relations, les Papis, les Naki, les Oukou. C'est des amis à moi avec lesquels je partage souvent des beaux moments ensemble. Et on dit souvent chez nous que qui aime bien, châtie bien. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à nos frères de la Côte d'Ivoire qui pensent faire du Cameroun leur paillasson. Voilà. Les Ivoiriens ont la force de la pensée. Bon, on verra bien la pensée. Bon, voilà. Jolie Mathie, bonjour, merci. Nicolo Wona, merci, bonjour, bon après-midi. J'attends que le direct soit sécurisé et qu'on le partage au maximum. Voilà. C'est quoi la pensée? C'est quoi la pensée, monsieur AKS Kede? Vous faites certainement une confusion avec l'émotivité, la compulsivité et ce qu'on appelle la réactivité. Ils sont réactionnaires. Justement, lorsque on privilégie la pensée, on ne résout toujours pas les problèmes par la baïonnette. La pensée est antinomique à la baïonnette. Voilà. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, où c'est la force de l'idée qui comptait, c'est plutôt l'idée de la force qui compte. Alors aujourd'hui, merci Petit Fakada, bonjour à Guillaume Betty. Nous sommes tous du Cameroun, Vicky Show, et aujourd'hui, c'est le vert ou jaune. C'est le vert ou jaune qui va triompher. Nous allons parler du Cameroun et du vert ou jaune. Le Cameroun et le vert ou jaune. Voilà. Il n'y a point de clivage aujourd'hui. Il n'y a point de schisme. Il n'y a point de divisionnisme. C'est le Cameroun. Nous, au Cameroun, nous voulons juste un changement
sans rien proposer. Tu as toujours été dans tes droits en dénonçant toutes les tares. C'est pas ça la question. AKSKD. Donc prends ton mal en patience, tu me suivras. Jolie Mati me dit, ça fait toujours plaisir d'écouter des gens positifs comme toi. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche à vous. Je suis très honoré pour la confiance que vous me témoignez, m'accordez. Alors, ma nouvelle maxime, mon nouveau principe, c'est que, Daniel Abinelli, bonjour, mes directs ne durent plus pour éviter l'effet soporifique. Maximum 1 heure pour vous permettre de digérer et de pouvoir élaborer et comprendre. Rose Desclercs, bonjour et bon dimanche. Dans 3 minutes, nous allons donc aborder le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des attaques incessantes de nos concitoyens de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, qui pensent que comparaison est raison. Nos concitoyens de la Côte d'Ivoire qui pensent que nous devons les singer, les clowner et les imiter. Non. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous avons notre singularité, notre particularisme. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. Je vais donc ici déconstruire la petite mentalité de nos frères de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est direct, vous allez le partager auprès, n'est-ce pas, des sites, des influenceurs, lanceurs d'alerte, des blogueurs ivoiriens. Je salue comme ça le plus camerounais des Ivoiriens, M. Makosso, qui est un enfant adoptif du Cameroun, qui aime bien le Cameroun. Alors, une fois que je l'ai dit, ça c'était pour planter le décor. Nous allons aborder l'essentiel. Mes chers compatriotes, depuis un certain temps, je note une certaine agitation, une certaine fébrilité, une certaine frilosité de la part, bon dimanche à toi Patrick Manga, de nos concitoyens, parce que nous partageons le même continent, concitoyens, compatriotes, c'est la même patrie. Donc avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des compatriotes, ce sont des concitoyens. Ils sont des concitoyens du continent africain. Kwalo Ngene, bonjour à toi, merci. Et les Camerounais sont mes compatriotes. Alors, je ne sais pas trop ce qui anime nos frères ivoiriens à toujours vouloir se comparer avec les Camerounais, à vouloir toujours avoir pour référentiel le Cameroun, à avoir, n'est-ce pas, pour boussole le Cameroun chaque fois qu'ils agissent et qu'ils posent des actes. Alors, donc, le Cameroun n'est pas limitrophe à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est situé en Afrique centrale. La Côte d'Ivoire est située en Afrique occidentale ou Afrique de l'Ouest. Donc, nous n'avons pas de frontières communes. Et ce direct se veut interactif. Je souhaite que beaucoup puissent interagir avec moi. Si je me trompe, je n'ai pas la science infuse, vous pourrez me corriger ou alors vous pourrez apporter des éléments susceptibles, n'est-ce pas, d'éclairer les lanternes de tout ce qui nous écouteront et qui nous suivront. Et je vais vous prier donc sur ce de partager ce direct auprès de la communauté ivoirienne. Mes frères ivoiriens, mes sœurs ivoiriennes, nous n'avons pas une frontière commune. La Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en Afrique centrale, dans la zone équatoriale. Alors déjà, on aime dire chez nous, les Bétis, les Manguissa, que on n'est pas limitrophe, donc la sorcellerie ne traverse pas la rivière. D'où vient-il que, dès que nos concitoyens de la Côte d'Ivoire veulent parler, veulent agir, veulent se mettre en exergue, ils vont toujours faire allusion au Cameroun? Je n'ai jamais compris cela. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce complexe-là? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce complexe de nos frères de la Côte d'Ivoire? C'est vrai. J'ai des amis ivoiriens qui m'ont dit que désormais, ils craignent, n'est-ce pas, un envahissement d'une certaine composante sociologique du Cameroun qui, de plus en plus, s'installe en Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit que désormais, il y a près de 70 000 Camerounais installés en Côte d'Ivoire, sachant que, je vais vous donner des chiffres. La Côte d'Ivoire a une population d'environ 30 à 32 millions d'habitants. Les étrangers en Côte d'Ivoire sont à peu près 5 à 6 millions. Donc le tiers de la population ivoirienne. Donc la Côte d'Ivoire est un pays
qui est en passe d'être supplanté par les étrangers. Sur un ratio de 30 millions, il y a à peu près 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est important qu'on le sache. C'est important qu'on le sache. C'est un pays ouvert vers l'étranger. C'est un pays extraverti à forte domination étrangère. Coucou à toi, Ginabel. Ça, c'est déjà le premier chiffre. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, on estime les Camerounais à 70 000. Et la plus forte population en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, des étrangers, ce sont les Burkinabés. Ils sont à peu près 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc il est important que ceux qui veulent parler de la Côte d'Ivoire, qui veulent faire, n'est-ce pas, une étude analogique, comparative entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qu'on sache que nous ne sommes pas limitrophes. Ils sont en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique centrale. Il y a à peu près 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire sur une population de 30 millions. Voilà. Et les Camerounais sont à peu près 70 000. Et il y a une certaine xénophobie qui s'installe là-bas et en même temps un certain lobby camerounais installé en Côte d'Ivoire qui est tenté, voilà, c'est 17% des hommes là, tout à fait. Donc 17% de la population ivoirienne est d'origine étrangère. Vous imaginez, la Côte d'Ivoire est presque envahie. Et au Cameroun, on sait qui voyage le plus. Quand on dit 70 000 Camerounais installés en Côte d'Ivoire, nous savons que ce sont nos compatriotes, pour la plupart, de l'Ouest Cameroun, qui influencent fortement la pensée, l'idéologie en Côte d'Ivoire. On me l'a dit. D'ailleurs, les services de renseignement du Cameroun sont désormais très actifs en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous allez remarquer, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se font passer pour des lanceurs d'alerte, des idéologues, des hommes politiques qui parlent du Cameroun, de l'âge de Paul Biya. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça ne relève pas de l'ex nihilo. C'est quelque chose de pensé. Comme je vous l'ai dit, il y a une forte communauté camerounaise très politisée de l'Ouest Cameroun installée en Côte d'Ivoire. Il est important qu'on le sache. Alors, mes frères ivoiriens, une fois que je l'ai dit, je vais passer par le troisième élément factuel. Et ma grande sœur Brigitte Ivana Ngomo, bonjour. Excusez-moi, Sylvie Mbarga, bonjour. Ma grande sœur à moi. Tu sais, deux fois, ça peut m'échapper comme je suis concentré sur, en fait, le fil conducteur, la thématique. Si je me mets à dire bonjour à tout le monde, je vais perdre le fil de mes idées. Tu sais que tu es ma grande sœur chérie, hein, Brigitte Ivana Ngomo. J'espère que tout va bien et que le terrain que tu m'as gardé à Mbangasina, là, il est toujours là. Tu sais que tu es ma grande sœur à moi. Alors, le troisième élément factuel, c'est que mes amis du continent, quand on parle de la lutte de libération, tu tapes Côte d'Ivoire. Vous avez entendu un jour qu'il y a un nationaliste ivoirien. Au Cameroun, il y a eu une lutte de libération contre le colonisateur. Nous avons des noms. Lorsqu'on remonte plus loin dans l'histoire, on va vous citer les Rodolphe Douala Mangabel, les Martin Paul Samba. On va remonter vers les Ruben Oumniobe, les Osende Afana, les Moumier, les Ernest Ouandie. Est-ce que vous avez connaissance d'un résistant ivoirien? Est-ce que vous pouvez me citer le nom des nationalistes ivoiriens? Et qui disent là qu'ils ont la niaque, ils ont la fougue, ils sont rageux, ils ont le fighting spirit, qu'ils ont un esprit chevaleresque, qu'ils savent se battre. Dites-moi, citez-moi le nom d'un seul nationaliste ivoirien qui s'est battu et qui a combattu le colonisateur. Je n'en connais pas. On connaît juste Félix Houphouët-Boigny, qui en 1959 est devenu le premier ministre de la Côte d'Ivoire autonome, en 1960 le président. Et vous savez qui a dirigé la Côte d'Ivoire autonome? Je vais vous donner son nom. Celui qui a dirigé la Côte d'Ivoire autonome, c'était un Français. On l'appelait Auguste Denise. Vous entendez ça? Auguste Denise, le premier dirigeant autonome de la Côte d'Ivoire. C'est quel nom ivoirien ça? Auguste Denise.
Pourtant, au Cameroun, on va vous parler de Rodolphe Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Ernest Wandje Mounier, Ruben Oumnobe, Oseda Fana, en Sofa. En Côte d'Ivoire, silence radio. Aucun nationaliste, aucun indépendantiste. Alors, il se découvre soudain une vocation de peuple guerrier, de combattant. Ça, ce n'est qu'une illusion. Ça s'appelle la fougue inutile. Les Camerounais n'ont rien à prouver et les Camerounais n'ont de leçons en matière de lutte et d'émancipation à recevoir de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous entendez le troisième élément factuel? Je suis en train de dérouler. Nous ne sommes pas limitrophes. Ils sont de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique centrale. Maintenant, en termes même d'émancipation, de lutte pour la libération, ils sont à des années-lumière du Cameroun. On ne connaît pas un seul nationaliste ivoirien qu'on pourrait citer. Est-ce que c'est ça leur complexe? Je n'en sais rien. Alors, la Côte d'Ivoire autonome a été dirigée par Auguste Denis, un Français. En 1958, j'étais le premier ministre de la Côte d'Ivoire autonome. Mais au Cameroun, le Cameroun autonome, dirigé par Ndje Marimbida, Amadou Ahidjo. Et vous avez la suite. Vous avez entendu ou Édouard Philippe ou Auguste Denis. Mais aujourd'hui, ils se bombent le torse d'être des grands guerriers ou Excellency Séville, bonjour, bon dimanche. Voilà, d'être des grands guerriers, des grands combattants. Ils nous obligent à sortir de nos vacances pour venir les recadrer. Il n'y a pas de repos, même entre nous, Africains. Alors, je vais vous donner un autre élément très intéressant. La Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. Vous avez vu les images d'Alassane Ouattara à Bouaké fêtant l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. Chronologiquement, c'est important. Vous êtes du continent, non? Écrivez-moi là. Le Cameroun a accédé à l'indépendance en quelle année? Écrivez là, vous mettez la date. Et je vais vous démontrer quelque chose sur le plan historique. Vous allez comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance après le Cameroun. Bonjour à toi, Irène Debenga. Écrivez-moi là la date à laquelle le Cameroun a accédé à l'indépendance. Je vous ai donné celle de la Côte d'Ivoire, parce qu'il parle beaucoup et pour rien. La Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. Les continentaux, mettez-moi la date d'accession du Cameroun à l'indépendance là. Le janvier 1960, très bien. Ajoutez le 1er janvier, 1960. C'est important. Bonjour à toi, Chic Queen. Le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. La Côte d'Ivoire accède à son indépendance le 7 août 1960. Qu'est-ce qui explique que le même colonisateur que nous avons eu, la France, libère vite le Cameroun, mais continue à contrôler la Côte d'Ivoire? À votre avis? À votre avis? Pourquoi? Vous voyez que je vous donne des éléments factuels. Merci, Madame Zoko. Oh là là. Du bon jus. Et moi, j'aime le maison. Voilà. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans les discussions, les débats du quartier où on parle par émotivité, par compulsivité. Le Cameroun accède à l'indépendance avant la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le Cameroun est un peuple de guerriers. Le Cameroun a combattu le colonisateur. Le Cameroun a mis le colonisateur en difficulté. Il y a eu une guerre de libération au Cameroun. La Côte d'Ivoire bénéficie de la lutte du Cameroun. Vous entendez ça? La Côte d'Ivoire a bénéficié de la lutte de libération menée par les nationalistes camerounais. Ça veut dire que si les nôtres ne s'étaient pas battus, la Côte d'Ivoire serait une colonie française. Elle serait un département français jusqu'à cette date. C'est pour ça que on commence par nous, l'enfant le plus turbulent, le plus compliqué, celui qui s'est battu le plus.
C'est grâce à nous que les autres auront. Et vous allez remarquer que la plupart des drapeaux là ressemblent à celui du Cameroun. Quand le Cameroun est indépendant, ça va suivre. Ça va suivre dans les autres pays. Je vais vous prendre un autre exemple. La France libre. Vous entendez la division de Leclerc, le général Leclerc, pour aller libérer la France. Est parti d'où? Les tirailleurs s'entraînaient, je vous ai parlé de ça dans l'histoire du Cameroun, à Oulézois. Voilà, à Oulézois. Sous les Youssouf, merci, bonjour, d'ici peu le régime en place va libérer. C'est très bien. Toi aussi, tu vas être libéré. Bonjour et bon dimanche. Bonnet Vio, ces influenceurs et activistes installés partout dans le monde qui passent leur temps à peindre notre pays en noir paieront le prix fort. Merci. Ah, on est tous des Camerounais. On peut se plaindre, on peut revendiquer, bon, mais tout dépend de la manière. Alors, je vous disais donc que vous avez entendu parler de la division Leclerc. La deuxième personnalité dans l'armée de la France libre, c'était le colonel Leclerc, lycée général Leclerc. La division Leclerc, parti du Cameroun pour aller libérer la France. Le colonel Leclerc, devenu général, a joué un rôle capital. C'était le commandant en chef des troupes sur le terrain. De Gaulle était le chef militaire qui donnait des ordres. Celui qui se battait sur le terrain, c'était le colonel Leclerc, le lycée général Leclerc. Et la base des tirailleurs était à Oulézois, où on a exproprié des populations. Vous avez suivi l'affaire des riverains d'Oulézois. C'est là où l'armée de la France libre s'entraînait et entraînait les tirailleurs. Les premiers anciens combattants partis à l'assaut pour prêter main forte à la métropole sont partis du Cameroun. Ils sont partis du Cameroun. La Côte d'Ivoire était où? Ils parlent beaucoup, ils braillent, ils sont des guerriers, des combattants. Ils ont combattu où? Quand? À quel moment? Lorsqu'on remonte même encore plus loin, avec l'arrivée des Allemands, les Camerounais se sont opposés aux Allemands. Il y a eu des guerres avec des massacres. Citez-moi un seul instant en Côte d'Ivoire où ils se sont battus et qui réclament à corps et à cri le fighting spirit, le Hemlet. Non, ils n'ont aucun Hemlet. Ça, c'est seulement le bruit. Vous savez, nos concitoyens ivoiriens se comportent comme la racaille des cités, ici, là. La racaille des cités. La racaille des cités, tout se règle par la violence. Un peuple où tout se règle par la violence est un peuple attardé, arriéré, sur le plan de la civilisation. Si vous avez quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui ne prône pas toujours la violence, la force, ça veut dire que c'est quelqu'un de mature, de raisonnable, de responsable, de civilisé, de manière prosaïque, on aime le dire. Mais par contre, quelqu'un qui est prompt à la bagarre est un homme émotif, c'est un réactionnaire. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Oui, donc nos frères ivoiriens pensent que être prompt à la bagarre est une qualité. Aller tout le temps faire la guerre est une qualité. Aller tout le temps à l'affrontement est une qualité, non. Ça veut dire qu'on est un barbare, on est rétrograde. On est un homme du néolithique. Les problèmes dans le monde actuel, le problème dans le monde actuel, Leclerc n'a pas libéré la France sans violence. Mais c'est quoi la violence? Est-ce que Leclerc allait attaquer les Français, les brutaliser, taper les femmes et les artistes en France que vous êtes obligés de vous joindre à la libération? Mon frère Domiglas Palace, Leclerc a organisé la résistance avec les volontaires, les patriotes. Leclerc n'obligeait personne à se joindre à la lutte de libération. Il ne forçait pas les artistes, il ne brutalisait pas les mamans, les femmes, les enfants. Je n'ai pas souvenance des exactions commises par le colonel Leclerc, où il obligeait nos femmes, nos mamans, nos enfants à intégrer l'armée de libération de la France libre. Je te réponds calmement et on continue. Donc,
Un peuple dont je suis en train de parler de l'anthropologie civilisationnelle et culturelle. Lorsque vous avez un enfant qui, chaque fois qu'il y a un problème, préfère privilégier la force, la bagarre, c'est un enfant mal éduqué, rétrograde, pas civilisé. Les problèmes ne se règlent pas à la baïonnette. Les problèmes se règlent par le dialogue, la discussion, les arguments. Alors, les Ivoiriens qui pensent qu'ils doivent aller de guerre en guerre, de massacre en massacre, de bain de sang à bain de sang, que c'est une qualité, ils se trompent amèrement. Ils se trompent amèrement. On n'éprouve aucune, on n'a aucune fierté, aucun honneur à verser le sang des siens. D'ailleurs, j'aime m'inspirer d'un de leurs hommes politiques, on l'appelle Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan déclare, je cite, ouvrez les guillemets, un leader, c'est celui qui évite l'abattoir à son peuple. Ce nom est un nom ivoirien, ce n'est pas un nom camerounais. Pascal Affi-N'Guessan. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens n'écoutent pas Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan leur dit, un vrai leader, c'est celui qui évite l'abattoir à son peuple. Pascal Affi-N'Guessan n'est pas camerounais. Alors, les Ivoiriens, les écorchés vifs de la Côte d'Ivoire, qui pensent que tout doit se résoudre par la force, par la violence, par la guerre, ce sont tout simplement des racailles. Ce sont des frères rétrogrades qui vivent dans le néolithique et le Moyen-Âge. C'est un peu comme les racailles que nous avons ici, en Occident, et en France particulièrement. Dans ce qu'on appelle les cités. Je vais répondre pour la dernière fois à mon frère Domiglas Palace. Le Cameroun est une dictature féroce, vrai ou faux? Alors, dans une dictature féroce, Maurice Kamto parle et s'exprime librement. Il dit le combat continue. Les extrémistes américains insultent Paul Biya. Ils sont libres. Ils ont des journaux Equinox, le Messager, le Jour. Alors, va en Corée du Nord. Tu insultes Kim Jong. On l'appelle Kim Jong qui est là. Voilà une vraie dictature. Kamto Maurice, chaque jour, dit qu'il est président. Il prononce des discours comme Paul Biya. Dernièrement, il a dit le combat continue. Il a insulté le Conseil constitutionnel. Va en Corée du Nord. Va en Corée du Nord. Je vais plus te répondre. Tu dis du mal de Kim Jong. Tu dis que tu es président. Tu critiques la Corée du Nord. Tu vas voir ce qu'on appelle la vraie dictature. Vous devrez être fiers. Le Cameroun n'est pas une dictature. Ça peut être un régime autoritaire qui se protège, mais ce n'est pas une dictature. Va en Russie chez Vladimir Poutine. Tu parles de Vladimir Poutine, même à l'étranger, il tue. Je vous donne des exemples. Allez en, comment on appelle l'autre là? Dans le Caucase, chez Kadyrov. En France, on gifle le président et rien ne se passe très bien. Et pour toi, gifler un président est un bon exemple. Voilà donc un raisonnement mtchoumesque. C'est-à-dire, il vient et te dit que son voisin tape sa femme nuit et jour. Et il s'inspire de l'exemple du voisin qui tape sur sa femme nuit et jour, que c'est un bel exemple. Celui qui a giflé le président Macron, est-ce qu'on l'a laissé? La police l'a attrapé, l'a plaqué au sol, l'a menotté, on l'a condamné, il a été en prison, il a fait au moins 6 mois. C'est pour ça que j'aime dire que mes frères ne réfléchissent pas. Voilà. Mes frères ne réfléchissent pas. Tu m'as dit une dictature, tu vas en Corée du Nord. C'est pour ça que j'aime dire que vous êtes bête. Au Cameroun, on te donne 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. Et tu sais qui a rédigé Domiglas Palace, mon frère Mtchoumgetchoum. Je vais très vite le laisser parce que les Mtchoumgetchoum n'aiment pas la vérité. Dès que tu abordes un sujet pour déconstruire les choses, ils vont à gauche, ils vont à droite, c'est pour faire diversion, pour que tu ne puisses pas éclairer les lanternes des gens. Alors, il me dit, au Cameroun, on te donne 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. C'est Maurice Kamto qui a rédigé ça. Votre Dieu, votre guide, votre gourou, votre leader. Le nouveau code de procédure pénale a été rédigé par Maurice Kamto, qui criminalise la marche. Au lieu de venir me faire la remarque, va faire la remarque à Kamto, que grand, comment toi-même tu as, puisque c'est le cabinet proche de Kamto qui a gagné,
le marché de proposer un nouveau code de procédure pénale au Cameroun. Voilà. Et ce nouveau code de procédure pénale, c'est lui qui condamne l'intention de marcher à 7 ans rédigé par Maurice Kamto. Quand toi tu viens accuser Paul Biya, tu m'accuses, va plutôt demander des comptes à ton libérateur, à ton guide Maurice Kamto, que grand. Pourquoi toi-même aussi tu as rédigé un tel code de procédure pénale? C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas vos contradictions. Vous êtes tellement incohérents. Kamto est le libérateur, mais c'est le même Kamto qui vous crucifie, qui est votre bourreau, qui rédige ces lois qui vous condamnent, mais vous venez me demander des comptes. Quand il allait rédiger ces lois, je n'étais pas avec lui. Donc, vous voulez faire diversion, on revient sur le sujet. Oui, c'est un raisonnement mechumesque, à la con. Excusez-moi, ils sont compulsifs et émotifs. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont incohérents comme Kamto lui-même. Ils manquent de logique. Ils sont boulga-boulgui. Alors, nous continuons en disant parce qu'il veut nous détourner de l'objectif. Et on va déconstruire cet autre raisonnement mechumesque qui dit que, regardez la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. Le Cameroun, vous ne vous soulevez pas. Non, nous allons déconstruire ça. Où je salue Aline Fokungono. Voilà. Dans leur chefferie à l'ouest, y a-t-il la liberté? Merci. C'est ma sœur Bamileke qui parle la Foku. Ils disent qu'il n'y a pas la liberté au Cameroun, mais il n'y a aucune liberté. Aucune liberté dans les chefferies traditionnelles. Vous n'avez pas de terre. Les chefferies traditionnelles à l'ouest, vous ne parlez pas. Le chef est un dieu. Commencez d'abord par démocratiser vos chefferies traditionnelles. Commencez par... Je n'ai jamais dit que Biya est un dieu. Tous ceux qui me savent que j'ai critiqué le président Biya. Tu vas sur ma page, tu vas voir. C'est vous qui êtes bête. Le raisonnement, tu viens me dire que l'intention de marcher, ça a été rédigé par Kamto, qui veut être président, qui veut vous sauver. Donc si tu as des comptes à demander à quelqu'un, c'est à Kamto, ce n'est pas à moi. Voilà. Donc je continue en disant que ce petit discours de nos frères de la Côte d'Ivoire, qui est appuyé par nos compatriotes extrémistes Bamileke pro-Kamto, qui veulent ce qu'on appelle un effet boule de neige, un effet d'entraînement, pour que comme les Ivoiriens marchent, hurlent, braillent, que les gens le fassent aussi au Cameroun pour Kamto. Je viens de vous démontrer que les Ivoiriens n'ont aucune histoire de guerriers, de combattants en matière d'émancipation. C'est un peuple mauviette. Les Camerounais ont connu les affres de la guerre, de la lutte pour l'émancipation, et on connaît des nationalistes camerounais. Et le Cameroun a été indépendant avant la Côte d'Ivoire. Preuve s'il en était encore besoin que le Cameroun, n'est-ce pas, est le pionnier en matière de lutte pour l'émancipation. Et la Côte d'Ivoire a bénéficié de la lutte menée par le Cameroun. Je vais vous donner des arguments encore plus pugnaces, plus corrosifs. Et notre frère Domiglas Palas va se taire. Alors, une fois que j'ai parlé de l'histoire politique des deux pays, vous voyez le fossé qui est entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je vais aborder un autre aspect très important, les ethnies. Les ethnies. En Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies regroupées en 4 grands groupes socio-culturels. 60 ethnies, 4 grands groupes. Au Cameroun, il y a plus de 250 ethnies. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Alors, je vous cite. Les 4 grands groupes en Côte d'Ivoire sont, le premier groupe, c'est les Mandés. Les Mandés sont constitués des Mandingues, des Malinké, des Bambara, des Dioula et des Foula. Donc, Cameroun, 250 ethnies, Côte d'Ivoire, 60. Et les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire se regroupent en 4 groupes. Premier grand groupe, les Mandés. Les Mandés constitués des Mandingues, des Malinké, des Bambara, des Dioula et des Foula. Deuxième grand groupe, les Krou, que sont les Bété. Les Bété de Gbagbo, ceux qui s'agitent beaucoup là, et des Mangoué. Le troisième grand groupe, ce sont les Gou. Dans ce groupe, on retrouve les Sénoufo, les Lobi. Et le quatrième groupe, les Akans de Mewe.
Ce sont les plus nombreux. On les appelle les Baolés et les Ébriés. Donc, 60 ethnies regroupées en 4 grands groupes. Le groupe des Mandés, constitué des Malinké, des Bambara, des Diola, des Fula. Il y a le groupe des Krou, constitué des Bété, des Mangoué. Bonjour à toi et Joa Ndengue. Il y a le groupe des Gour, constitué des Sénoufo, des Lobis venus du Burkina. Et il y a le groupe Akan, c'est le groupe le plus nombreux, les Baolés, les Ébriés. Alors, je vous donne des pourcentages. Vous allez comprendre quelque chose. C'est qui s'agite beaucoup en Côte d'Ivoire. Les Sénoufos représentent 9% de la population ivoirienne. Les Malinké, 8% de la population ivoirienne. Les Baolés, 6%. Les Yakuba et les Bété, 5%. Alors, le groupe qui s'agite le plus en Côte d'Ivoire, ce sont les Bété de Barbeau. Ils sont à peine, et un peu les Baolés, 5%. Les Baolés sont les plus nombreux. Alors, allez donc chercher l'erreur. Les Bété se comportent exactement comme les partisans de Kamto, nos frères de l'Ouest Cameroun, comme une bonne partie d'entre eux. Ils sont minoritaires, ils s'agitent, ils font du bruit, tout le temps ils veulent le pouvoir avec Gbagbo. Ils ont été à l'origine de plusieurs guerres en Côte d'Ivoire. Le sang a coulé, le sang des Ivoiriens. Il y a eu des massacres, des viols, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils sont comme certains extrémistes de l'Ouest Cameroun. Oui, les Bété de Gbagbo, comme vous voyez là. Ce sont les Bamileke de la Côte d'Ivoire. Ces deux-là doivent se mettre ensemble. Les extrémistes Bamileke pro-Kamto sont comme les Bété de Gbagbo. Des extrémistes hors pair minoritaires. Ils veulent le pouvoir, ils sont prêts à tout. Ils sont à l'origine de beaucoup de guerres et de massacres en Côte d'Ivoire. Et je vais m'expliquer. Vous les Camerounais, pro-Kamto, qui essayez de prendre la Côte d'Ivoire en exemple, je vais vous citer quelques chiffres. Houphouët-Boigny est né en octobre 1905. Amadou Ahidjo est né le 24 août 1924. Vous savez pourquoi je vous donne ces deux dates-là? Houphouët-Boigny est né en 1905. Amadou Ahidjo est né en 1924. Soyez très attentifs. Oui, j'ai la punk. J'ai la punk. Ou les mots, mon frère. C'est la coiffure de l'heure, hein, la punk. Alors, Houphouët-Boigny, revenons à l'essentiel, pas de distraction, est né en 1905. Ahidjo, premier président du Cameroun, est né en 1924. Alors, Houphouët-Boigny va mourir au pouvoir âgé de 88 ans. Vous entendez ça? Portant les couches, paix à son âme. Je n'ai rien après le patriarche et doyen Houphouët-Boigny. C'est la mort qui a enlevé Houphouët-Boigny du pouvoir. Âgé de 88 ans, fini portant des couches. Il est mort président. Les Ivoiriens disent que Paul Biya est trop vieux, qu'on devrait avoir honte. Mais ils n'ont jamais eu honte d'Houphouët-Boigny. Allez me biper les Ivoiriens là, qui viennent suivre le direct là. Et que mes amis Ivoiriens me comprennent. Houphouët-Boigny est mort président à 88 ans. Ça veut dire que c'est la mort qui a enlevé Houphouët-Boigny du pouvoir. Les Camerounais ne sont pas venus leur dire à l'époque, regardez, vous avez un vieux président, il est vieux, il porte les couches, il fait ceci. 88 ans, né en 1905, il accède au pouvoir en 1960, il meurt en 1993, il passe 33 ans au pouvoir comme président Houphouët-Boigny. Alors, Amadou Ahidjo, né en 1924, Ahidjo va mourir à 65 ans et Ahidjo va céder le pouvoir à 58 ans en novembre 1982. Donc, Ahidjo, petit frère d'Houphouët-Boigny, en âge, né en 1924, accède au pouvoir en 1960 comme Houphouët-Boigny. Il y a un gros écart d'âge. Ahidjo, qui est plus jeune qu'Houphouët-Boigny, démissionne en 1982 et remet le pouvoir à Paul Biya. Comme vous aimez l'appeler, Paul Biya, toujours Shoga. Il remet le pouvoir à 58 ans. Ahidjo.
Houphouët, le vieux, né en 1905, quand son petit frère Ahidjo remet le pouvoir, Houphouët est toujours là. Houphouët, c'est la mort qui va l'enlever du pouvoir. La mort. En 1993, âgé de 88 ans, il ne marchait plus, il portait les couches. Paix à l'âme d'Houphouët Boigny. C'est un patriarche, je le respecte. À quel moment les Camerounais sont venus vous dire, regardez-moi ça. Des faibles Ivoiriens, votre vieux président, Houphouët Boigny, il est âgé de 88 ans, nous avons eu Ahidjo. Vous voulez le débat, voilà le débat. Moi, je vous donne les arguments. Vous n'avez pas besoin de crier, de hurler devant les Ivoiriens. Vous les assommez avec ce que je vous dis là. Que Ahidjo, né en 1924, il accède au pouvoir la même année qu'Houphouët Boigny en 1960. À l'âge de 58 ans, Ahidjo démissionne et passe la main. Houphouët Boigny, un vieux des vieux, né en 1905. Quand Ahidjo démissionne, alors qu'ils ont accédé au pouvoir la même année, lui, il continue. Mais lui continue. À quel moment les Camerounais sont venus dire aux Ivoiriens que vous n'avez pas honte? Un vieux vous dirige, notre jeune président Ahidjo. Et Ahidjo remet le pouvoir à un jeune, Paul Biya jeune. Le vieux Houphouët est là. Paul Biya né en 1933. Houphouët Boigny aurait pu être son père. Ils deviennent des collègues. Houphouët Boigny né en 1905. Houphouët Boigny meurt à 88 ans, étant président, portant des couches, il ne parlait plus. Où étaient les Ivoiriens qui nous donnent des leçons là que vous n'avez pas honte? Regardez un peu Mbia. Regardez un peu Mbia. Pourquoi les Ivoiriens, à ce moment, n'ont pas eu un sursaut d'orgueil que ce vieux de 88 ans, nous allons le chasser du pouvoir? Et ils disent que Paul Biya. Vous voyez? Ça dit, allons-y, faisons une étude comparative. Paul Biya est trop vieux. Voilà. Et les Camerounais sont lâches et faibles dans leur Côte d'Ivoire et ils n'auraient jamais accepté ça. Houphouët Boigny, il meurt à 88 ans étant président. Ça veut dire que si Houphouët Boigny était encore vivant, il serait toujours président en Côte d'Ivoire. C'est la mort qui a mis fin, n'est-ce pas, au règne de Houphouët Boigny. Mon frère Roger Focho, merci Kanga de m'avoir écouté, merci. Mon frère, ne m'insulte pas, bon dimanche. Comme tu as perdu le temps à m'écouter, moi je te remercie de m'avoir écouté, mon frère. Bon dimanche. Tara, nous ne sommes pas en guerre. On discute, on raisonne. Arrêtez aussi, non, bon, l'esprit là, que c'est toujours la tcham. Eh, bro, on ne peut même pas aussi être qu'un dimanche comme ça, on reste tranquille. Il y a désormais la guerre entre nous. On est des bros dans nous. Hein, mon bro, Rodrigo Focho Kamga, calme-toi un peu, non, bro. Calme-toi. Appelle ta femme, tes enfants, bois une bière. Dis-leur que, bon, notre frère Zogo est en train de parler là. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais on n'est pas en guerre. Mais tout chez vous, c'est le c'est la guerre. Et qui est mbom. Qu'est-ce qu'il y a, non? On se calme un peu. Nous tous, on est du continent. Ce beau pays là où on dansait, on met le mangambe, tout le monde met les fesses en l'air. On met le bikutsi, tout le monde tremble. Il y a. Qu'est-ce qui se passe même, non? Hein, bro, dis-moi. Dès que tu arrives, boum, tu vois un nom et Kanzogo. Ton cœur devient noir. Qu'est-ce qu'il y a même? Hein, bro? Oh, vous aussi, vous exagérez. On est déjà en guerre entre nous. Même si ce que ton bro dit ne t'arrange pas. Mais bro, tu restes tranquille. Ah, cette haine atavique là. Bro, calme-toi. C'est un dimanche. On continue. Ok? Voilà. Faut te calmer. Alors, je disais donc que Houphouët Boigny, un vieux, meurt président. Et à son âme, je le respecte, âgé de 88 ans. 88, portant des couches.
son règne est arrêté par la mort. Oui, d'ancien temps, on était tranquille, joli mati. On dansait, on faisait nos trucs, on aimait les feintes de Fête Mba, de Tchoutang, on avait les Jonke Bonaventure, de Johnny Rep, de Omam. Et maintenant, la haine, la sorcellerie, les cœurs sont noirs. Mes frères, quand tu vas même devenir président, tous les Bamileke vont devenir riches, ils vont plus travailler, l'argent va couler à flot à l'ouest. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Le Cameroun est si mauvais, une dictature, comme Kim Jong. Mais beaucoup de nos frères de l'Ouest s'enrichissent, sont des milliardaires. C'est bizarre quand même. Ils sont prospères dans un Cameroun des méchants, des tribalistes et quand. Donc arrêtons ça les frères, pour rester tranquille. Arrêtez votre folie là. Arrêtez de vous comporter comme des racailles, des quartiers et tout ça là. Le Cameroun est un grand pays où on est calme, posé, raisonnable, des intellectuels, on est fiers du Cameroun, de notre rayonnement dans le monde. Vous ne pouvez pas laisser la Côte d'Ivoire venir nous insulter. Quand tu vas dans un pays comme la Belgique, il y a quel médecin ivoirien en Belgique, en France? Partout où tu pars, il y a des médecins camerounais. Oui, c'est même à cause de Facebook, si je suis d'accord avec toi, hein. Mon frère Ndjike Mbianda, c'est à cause de Facebook qu'il y a cette aide. Mais tu vois le rayonnement du Cameroun en Allemagne, en Belgique, en France. Les médecins, les ingénieurs, les Ivoiriens sont toujours en train de parler. Pourquoi à ce niveau-là, ils ne viennent pas faire des comparaisons? Chaque fois que moi je vais ici dans un cabinet médical, s'il y a 5 médecins là, un est camerounais. En Belgique, on m'a dit qu'il y a plus de 1000 médecins camerounais. Oui, sachons aussi valoriser ce que nous avons en commun. Ce n'est pas parce que nous avons des intérêts égoïstes et subjectifs que nous allons laisser des gens insulter le Cameroun. Ce n'est pas possible. Depuis quand même des petits frères comme ceux de la Côte d'Ivoire parlent devant les Camerounais? Quand on va dans le monde, vous voyez les intellectuels, les scientifiques, les médecins, les ingénieurs, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Rien qu'en France ici, il y a combien de médecins ivoiriens? Quand on parle vrai. J'aime bien mes frères la Côte d'Ivoire, disons-nous des vérités. Oui. Il y a combien de médecins ivoiriens? Quand on va laisser les Ivoiriens venir insulter les Camerounais, dites-leur ça. Qu'aller en Belgique, il y a combien de médecins ivoiriens? C'est que des Camerounais. En France, en Allemagne, les ingénieurs, les gens qui s'en sortent. Quand vous voyez, mais c'est quel complexe qu'ils affichent. Et vous laissez qu'on insulte le Cameroun parce que vous avez des petits intérêts égoïstes, machiavéliques, qui n'ont même pas de sens. Je suis en train de vous expliquer factuellement que Houphouët-Boigny meurt président âgé de 88 ans, né en 1905. Amadou Ahidjo, né en 1924, rend le pouvoir en 1982, âgé de 58 ans, si je me trompe. Ahidjo quitte le pouvoir âgé de 58 ans et donne le pouvoir à un jeune homme, Paul Biya, qui avait à peine 50 ans. Pourquoi les Camerounais ne sont pas allés moquer les Ivoiriens, les tournant en ridicule que, oui, vous devrez avoir honte, machin. Oui. Nous aussi, on aurait pu leur dire ça, que regardez, notre président né en 1924, Ahidjo, a démissionné à 58 ans. Il a mis un jeune de 48 ans. Vous, Houphouët-Boigny, né en 1900, il est toujours là. Les Camerounais ne sont allés donner aucune leçon aux Ivoiriens. Quand vous tolérez ce genre de choses, quel est même le problème de nos frères ivoiriens? Quel est leur problème? C'est quel complexe qu'ils éprouvent? On n'est pas obligé de faire comme eux. Nous ne sommes pas en concurrence. S'ils ont décidé de boire le sang, de verser le sang de leurs et de vivre tout le temps dans des mares de sang, et que la vie en Côte d'Ivoire est une vallée de larmes, nous, on n'a pas fait ce choix. Les Camerounais sont raisonnables, des intellectuels, on peut s'insulter entre nous, discuter, mais à un moment, quand ça ne va pas, on s'arrête. Et ils règlent leurs problèmes toujours à l'arme, à la baïonnette. C'est toujours des bains de sang en Côte d'Ivoire. Et les Camerounais vont se lever et venir dire qu'ils admirent le modèle ivoirien. Un modèle où on fait couler le sang des Ivoiriens comme des ruisseaux. Donc il faut que le sang des Camerounais coule comme des ruisseaux. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Avec le commando d'Abobo, on tuait les mamans, les papas, les enfants. On massacrait des gens.
Et c'est ce modèle-là que les gens vont venir présenter, que c'est un référentiel, c'est un exemple. Donc, nous devons massacrer les Camerounais, faire couler le sang, pour montrer qu'on est des gens émancipés, on est pour le progrès et le développement. Donc, le développement passe par des bains de sang. Bonjour à toi Isabelle, Jeanne Magne, ma soeur, Donc arrêtons la bêtise. Arrêtons la bêtise de se lever et de dire que Paul Biya est vieux. Ou Fouette est mort vieux. À 88 ans, on le soulevait. Il portait les couches. Pendant ce temps, Aïdjo, plus jeune que lui, a démissionné à 58 ans. Ou Fouette allait mourir à 88 ans, étant président. Est-ce que Oufouette est parti du pouvoir? Il y a eu une alternance en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Aucune. C'est la mort qui a mis fin au mandat d'Houphouët-Boigny. Donc, arrêtez de nous prendre des histoires à la con. Je vais vous prendre un autre exemple, vous qui parlez beaucoup là. Avant de revenir sur une histoire tragique en Côte d'Ivoire, je vais vous parler du président Gbagbo. Le président Gbagbo a écrit un livre pour les Camerounais qui ne le savent pas et à mes amis ivoiriens qui parlent beaucoup. Les Ivoiriens disent qu'ils ont marché pour Gbagbo, pour qu'il soit président, et que nous, on doit avoir honte de Paul Biya. Je vais donc informer les Ivoiriens sur quelque chose. Laurent Gbagbo a écrit un livre intitulé « Pour la vérité et la justice ». Laurent Gbagbo a écrit un livre intitulé « Pour la vérité et la justice ». Dans ce livre, Laurent Gbagbo cite le président Paul Biya comme un exemple. Il dit que l'école de la sagesse doit être ouverte et on enseigne dans cette école de la sagesse africaine la sagesse du président Paul Biya. C'est Laurent Gbagbo qui parle. Je vais vous lire quelques bonnes feuilles de ce livre. Vous entendez ça? Des Ivoiriens qui marchent pour que Gbagbo soit président et disent que leur modèle c'est Gbagbo. Et que Ouattara, Abba Ouattara, Paul Biya est un vieux, on devrait avoir honte. Laurent Gbagbo a en admiration Paul Biya. Ils ne le savent même pas. Ils ne se cultivent pas, ils ne lisent pas. Laurent Gbagbo a donc écrit un livre intitulé « Pour la vérité et la justice ». Et je vais vous lire quelques extraits de ce livre-là. Et vous allez comprendre des choses. Laurent Gbagbo, dans son ouvrage « Pour la vérité et la justice », l'ancien président ivoirien déclare que l'Afrique doit penser ouvrir des écoles de la sagesse pour enseigner la sagesse du président camerounais aux générations futures. C'est Laurent Gbagbo qui parle. C'est Laurent Gbagbo qui parle de Paul Biya. Est-ce que vous entendez ça? Quand vous laissez des gens venir dire n'importe quoi sur le Cameroun, Laurent Gbagbo, l'idole, le gourou des marcheurs en Côte d'Ivoire, a en admiration Paul Biya. Dans son livre, il le dit, et je continue. Il dit, un héros célébré hors de son pays, Paul Biya, au-delà de sa posture de chef de l'État du Cameroun, vous entendez ça, est considéré par de nombreux présidents africains comme un sage et une véritable référence en matière d'humanisme. Car à 85 ans, dont bientôt 36, au moment où il écrivait son livre, au pouvoir, le fils d'Etoudi, écoutez bien ce Gbagbo qui dit, demeure le grand pilote d'un pays envié à travers le panafricanisme à ses populations. En effet, dans son livre autobiographique, dans son livre autobiographique Pour la vérité et la justice, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo parle de l'humanisme de Paul Biya, qu'il a vécu personnellement pendant la période de la crise dans son pays. Gbagbo dit, le seul président africain qui décrochait mes coups de fil au plus fort de la crise ivoirienne en 2010 n'était nul autre que le président camerounais Paul Biya. L'un des seuls présidents africains qui m'envoyait du soutien lorsque j'étais à la haie, c'est le président camerounais Paul Biya. L'Afrique doit penser ouvrir des écoles de la sagesse pour enseigner la sagesse du président camerounais aux générations futures. Un héros célébré, en effet, bon, je vais vous lire quelque chose.
Alors, il poursuit en disant que pour des observateurs avertis, c'est fort de cette vision éclairée de l'auteur de Pour le libéralisme communautaire qui s'est traduite par des actes concrets en charité que l'ex-président du Front populaire ivoirien, FPI, pense qu'il n'y a aucun doute que l'homme du 8 novembre 1982 est un panafricaniste dans l'âme. Il y a un seul président en Afrique, tous le croient, France-africain. C'est Gbagbo qui dit. Il y a un seul président en Afrique, tous le croient France-africain. Mais en réalité, c'est un panafricain et panafricaniste dans l'âme. Le président Paul Biya, l'Afrique doit penser ouvrir des écoles de la sagesse pour enseigner la sagesse du président Biya aux jeunes Africains. Je l'ai vu, le président Biya, du haut de mon statut de président de la République, manœuvrer la sagesse. À la réalité, il est incontestable que les violences ponctuées de destruction multiforme et atteintes graves à l'intégrité physique de paisibles citoyens ont causé un grave préjudice à la nation ivoirienne. Pour autant, le président Paul Biya, connu pour un humanisme longtemps éprouvé, a toujours opté plus pour une résolution des tensions sociopolitiques qui en ont résulté par la voie de la tolérance et du dialogue. D'ailleurs, c'est un secret de polichinelle que le natif d'Nvomaka promeut ces valeurs d'humanisme. Vous entendez ça? Les petits Ivoiriens qui parlent, leur Gbagbo vante Paul Biya pour son humanisme, ses qualités de panafricain, qui préfère la résolution des différends par le dialogue et la tolérance. Oui, au moment où eux, ils prônent la guerre, la violence, ils sortent dans la rue, le sang doit couler. Le président Biya essaie de temporiser, c'est un sage, il évite que le sang des Camerounais ne coule, il règle les problèmes par le calme, la sagesse, la tolérance. Vous retiendrez toujours ceci du président Biya quand les Ivoiriens vous parlent. Le président Biya s'adresse à ses opposants et dit, je cite, « La gesticulation n'est pas un signe de vitalité. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'agite qu'il est fort et intelligent. » Le président Biya, il y a eu des occasions où les Camerounais ne l'ont pas écouté, il y a eu des guerres. Mais le président Biya fait le maximum d'efforts possibles pour régler les problèmes, les différends par le dialogue, le calme, la tolérance. Pascal Affinguesang le dit. Un grand leader, c'est celui qui évite l'abattoir à son peuple. Alors, je vais dire ceci, et merci de le rappeler à Isabelle Jeanne. Nous avons beaucoup versé de notre sang lorsque nous combattions. Je suis sur TikTok. Il faut mettre ce direct sur TikTok. Nous avons versé du sang des nôtres lors de l'occupation allemande. Il y a eu la déportation, des massacres de Bonaberi, de Tougébé, de Toameki par les Allemands, les hommes du major Dominique Hans. Et notre guide Atangnanchama a opté pour le pacifisme, un peu comme la Suisse et l'Allemagne, que les écans et les enfants du Cameroun ne doivent plus verser leur sang n'importe comment. Il y a eu un génocide des écans par les Allemands et des Douala, avec des déportations. On a déporté des écans en Namibie, partout. Oui. Coupe cette partie, tu envoies ça aux Ivoiriens, ma soeur Alphonsine BTB. Tu es ma soeur, même ma soeur adorée. Alors, les gens racontent n'importe quoi. Je viens de confondre tous les Ivoiriens. Ils suivent Gbagbo. Ils marchent pour Gbagbo. Gbagbo dit que son modèle, c'est Paul Biya. Allez leur dire ça. Que c'est un panafricain, le seul qui l'appelait, qui le soutenait, alors que tous les présidents avaient peur quand Sarkozy l'a déporté à la haie. Où était le courage donc des autres? Où était leur courage? Les Camerounais sont faibles. Qui a soutenu Gbagbo plus que les Camerounais lorsqu'il était à la haie? Les Camerounais préfèrent résoudre leurs différends par le dialogue, la tolérance. On a des grandes gueules, on peut parler beaucoup, mais lorsque on se rend compte que c'est en train d'aller trop loin,
on se calme. C'est ça qu'on appelle l'intelligence, la sagesse. Je vous dis que Gbagbo, dans son livre lui-même, il écrit, vous allez vérifier pour la vérité et la justice que Paul Biya est un exemple de sagesse. Des écoles doivent être ouvertes pour enseigner la sagesse de Paul Biya. Un homme qui a évité des bains de sang, des massacres à son peuple. Mais les Ivoiriens viennent vous dire que nous sommes faibles parce que le sang ne coule pas chez nous. Nous sommes faibles parce qu'on ne sait pas faire la guerre. Est-ce qu'on fait la guerre avec ses frères? Les Camerounais ont fait la guerre. On a fait la guerre avec les Allemands. On a fait la guerre avec les Britanniques et les Français. On a eu des morts. On a eu des morts. Et nous avons expérimenté la guerre. On n'a dit plus jamais ça. Lors même de la lutte de libération, il y a eu des massacres. La guerre. Au Cameroun. Pendant ce temps, les Ivoiriens étaient des soumis. Ils suivaient la France. Ils sont fiers qu'on appelle Abidjan Petit Paris. Tout en Côte d'Ivoire appartient à la France. Tout. Donc ils veulent se libérer de Ouattara. Et ils n'arrivent même pas à se libérer déjà de l'impérialisme de la France. Ils disent qu'ils sont libres. Quelle liberté? Quelle liberté? Vous avez quelle liberté? Tout en Côte d'Ivoire appartient à la France. La France a plus de 50% de l'économie ivoirienne en main. Tout est entre les mains de la France. Vous levez, vous parlez aux Camerounais. Vous avez vu la fête nationale à Côte d'Ivoire. Les chars français défilent. Les militaires français défilent en Côte d'Ivoire. Mais ils viennent donner des leçons au Cameroun. Soyons sérieux quand même. Vous voyez les généraux qui sont en Côte d'Ivoire. Les généraux qui sont en Côte d'Ivoire. Quand je n'ai rien après Chérif Ousmane, le chef d'état-major, bonjour à toi, ma grande sœur Angélique Amougou. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, l'armée de terre, Chérif Souleymane, l'ancien chef rebelle de Bouaké. Vous pensez que celui-là peut être général au Cameroun? Celui-là, c'est un chef de guerre. Tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le nommer adjudant-chef pour diriger une unité du BI. Quand vous voyez des gars qui dictent la loi en Côte d'Ivoire, les IB, Ibrahim Traoré, les shérifs Souleymane, mais au Cameroun, ce n'est pas possible. Un mec comme Robert Gueye, il allait faire comment pour prendre le pouvoir au Cameroun? Soyons sérieux. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas vos égaux, les gars. Arrêtez ces petits bruits-là. Je dis vos dirigeants, même Ouattara en admiration, Paul Biya. Vos jeunes leaders, les Blégoudés, ils viennent au Cameroun s'abreuver. S'abreuver. Donc les gens laissent tout le monde insulter le Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Et je me dis que bon, les frères ivoiriens, bon, ce n'est pas trop ma priorité. Mais si vous voulez des arguments, je viens de vous en donner pour leur répondre. Vous allez suivre ces directs et le suivre. On ne va pas les laisser venir vilipender le Cameroun comme ça. On n'est pas devenu la risée même des va-nu-pieds. On n'est pas le paillasson des autres. Donc, voilà des exemples massus que je vous prends du livre de Gbagbo lui-même. Maintenant, je vais vous donner d'autres arguments. Écoutez-moi très bien. Le fait que les Camerounais soient sages laisse Paul Biya. Paul Biya est âgé. Il partira. C'est un sage. Le Cameroun ne s'arrête pas avec Paul Biya. Nous n'allons pas aller violer nos femmes, tuer nos enfants, massacrer nos vieillards pour montrer aux Ivoiriens que nous avons la testostérone. Non. La guerre, ce n'est pas entre nous. Chaque jour, il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Chaque jour, le sang coule en Côte d'Ivoire. Chaque jour, on change de dirigeants en Côte d'Ivoire. Ça fait combien de présidents? Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Robert Gueye, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, 5 présidents. Étonnant donc qu'on ait changé autant de présidents en Côte d'Ivoire, mais que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à se stabiliser, qu'il y ait toujours des problèmes en Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas les camarades des Ivoiriens. Il faut qu'ils apprennent à nous respecter. Ce sont mes frères, j'ai des amis là-bas, je les aime bien, mais il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Donc, qui a même dit à certains soutiens de Camto, il y a ces Ivoiriens qui marchent que l'alternance est synonyme de développement. La preuve,
ils disent que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Ils ont donc déjà changé combien? 5 présidents. Nous, on en est au deuxième. Étonnant donc que la Côte d'Ivoire soit toujours instable, le sang soit toujours en train de couler, qu'il y ait des guerres. C'est une preuve donc que l'alternance ne garantit pas la stabilité. Sinon, regardez le Cameroun de Paul Biya. 43 ans avec le même président. La Côte d'Ivoire a déjà changé 4 présidents. Mais les Ivoiriens ne sont toujours pas en paix. Pourtant, il y a eu l'alternance en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'alternance en Côte d'Ivoire. C'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, c'est une espèce d'hérésie, de folie, d'estopelle. La Côte d'Ivoire change le président, il y a alternance, ce que les partisans de Kamto réclament au Cameroun. Mais il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de progrès en Côte d'Ivoire. Mais si le changement de président était donc synonyme de progrès, pourquoi les Ivoiriens seraient toujours en train de se faire la guerre, de verser le sang, de s'entretuer, alors qu'il y a eu Konan Bédié qui a succédé à Houphouët Boigny, il y a eu Robert Guéhi, il y a eu Laurent Gbagbo, il y a eu Alassane Ouattara. Je vais même plus loin. Vous soutiens de Kamto, mes frères là, qui allez prendre la Côte d'Ivoire comme exemple, et vous qui avez la Côte d'Ivoire en admiration. Je vous pose une question. Merci Nadine et Dima. Je voulais prendre cet exemple. Il y a eu alternance au Mali. Vous vous souvenez, il y a eu un coup d'État. ATT a chassé le dictateur qui était là, Moussa Traoré. Le colonel ATT a pris, ATT lui-même on l'a chassé. Et il y a eu Ibeka au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, élu démocratiquement au Mali. Il y a eu alternance. Pourquoi le Mali a toujours des problèmes au point où Assimi Gota est obligé de revenir faire un coup d'État, alors qu'il y a eu élection libre et transparente et démocratie au Mali avec Ibeka. Tout le monde connaît Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Pourquoi le Mali n'a pas décollé le take-off, le développement, le progrès? Je continue. Le Niger, avec le général Chiani, il y a eu alternance des présidents démocratiquement élus au Niger. Mais le Niger s'empêtre toujours dans des difficultés. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Pourquoi? Si le changement de président, l'alternance était synonyme d'émancipation, pourquoi le Niger a connu des coups d'État? Je continue. La Guinée-Conakry, avec le professeur Condé, Alpha Condé, il a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. C'était un démocrate par des élections libres et transparentes. La Guinée-Conakry s'est empêtrée dans des difficultés et tout et tout. À la suite du coup d'État de Dadis Camara, Alpha Condé a pris un démocrate. Pourquoi le colonel Doumbouya est revenu faire le coup d'État à la suite d'un changement démocratique? Vous qui pensez qu'il suffit d'enlever Paul Biya, de mettre Kamto, c'est fini, les problèmes du Cameroun sont résolus. Il y a eu l'alternance dans beaucoup de pays. Je vais même au Burkina Faso, où vous citez le jeune capitaine Traoré en exemple. Je ne vais pas remonter à l'époque de Sankara, je reviens. On l'appelait Roch-Marc Kaboré au Burkina Faso. C'était un président démocratiquement élu. Il y a eu démocratie, changement, alternance à la tête du pays. On a chassé Blaise Compaoré, qui était décrit comme un dictateur, un tyran. Un président démocratiquement élu a pris le pouvoir, Kaboré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené le Burkina où? Pourquoi Ibrahim Traoré et d'autres ont refait des coups d'État? Vous qui pensez qu'il suffit de changer un président, il suffit qu'il y ait alternance au sommet de l'État pour que le développement suive. Les exemples sont légion. Je peux vous en donner en Tunisie, les Ben Ali qui sont partis. Des exemples, ils sont légion. On peut en citer des tonnes. Alors, voilà des pays comme la Chine. La Chine est une dictature. Et même la Corée du Nord. Mais regardez le développement de la Chine. La Chine a quelle démocratie? La Chine a un parti communiste où c'est le comité central qui désigne le président. C'est un pays hautement centralisé. Mais regardez comment la Chine se développe. Et nous tous, nous avons la Chine en admiration. Est-ce que la Chine est une démocratie? Qui vous a dit même que les gens confondent développement et démocratie? La démocratie est l'un des indices dans ce qu'on appelle le développement. Ce n'est pas la démocratie, l'alternance au pouvoir qui garantit le progrès et le développement. Il faut vous enseigner ça
dans ce qu'on appelle le droit international du développement, le DID que j'ai fait à l'université. Voilà la Libye, qui avait un dictateur Kadhafi qui se portait mieux. On l'a tué. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Les exemples sont légion, les gars. Donc l'Afrique n'a pas compris une chose. Et surtout, et j'aime beaucoup le président Tchafa qui le dit, il y a 2 livres que je vous conseille. Axel Kabou, et si l'Afrique refusait le développement, allez lire cette dame. Elle a écrit un ouvrage très intéressant que chaque Africain devrait lire. Axel Kabou, et si l'Afrique refusait le développement. Voilà. Et un autre livre a été écrit par Cheikh Hamidou Khan, L'aventure ambiguë. Qu'il faut apprendre à lire le bois au bois. On ne peut pas rester comme Samba Diallo qui a fait l'école coranique, qui récite des versets coraniques à longueur de journée, qui ne sait pas lire le bois au bois. Derrière cette métaphore, lire le bois au bois, se cache un message subliminal, le développement. Nous n'avons inventé ni la boussole, ni la poudre, ni la caravelle. On a beau mettre, on prend même le Cameroun, on met Jésus-Christ à la tête du Cameroun. Si nous ne créons rien, nous n'inventons rien, nous ne fabriquons rien, dans 6 mois, il y aura les pleurs. Kamto, que vous dites là-haut, Kamto va arriver, va créer les richesses. Kamto va recourir au FMI pour qu'on ait de l'argent. Kamto va faire avec ce qu'on a. Le développement passe par la création des richesses, la formation des ingénieurs, des médecins, des industries, pour qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et la démocratie, l'alternance est un critère dans ce qu'on appelle l'indice de développement, mais ce n'est pas la condition du développement. Il faudrait encore vous enseigner ça. Nous qui avions fait quand même droit public avec ce qu'on appelle le droit international du développement, le DID. Ah oui, quels sont les critères du développement? La démocratie et l'alternance, ou ce qu'on appelle la bonne gouvernance politique, ne garantissent pas le développement. Ça ne garantit pas le développement. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé Paul Biya, qu'on a mis Kamto, que le Cameroun devient un grand pays. Non. Il faut créer des structures capables, n'est-ce pas, de propulser le développement. Ce qu'on appelle des structures, des projets structurants. Avoir l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, énergétique, tout ce que vous imaginez. Si nous ne créons rien, on prend un président, on met à la tête d'un pays fantoche qui ne crée rien, les mêmes problèmes seront toujours là. On déplace juste le problème. On ne résout pas le problème. On ne résout pas le problème. Le problème de l'Afrique va se résoudre par le développement. C'est un peu ce que le jeune capitaine Traoré a compris. Et même les mecs de l'Afrique, je crois, l'AES. Oui, tant que nous n'avons pas fabriqué le feu, inventé le feu, la poudre, la boussole, la caravelle, malheureusement, nous mettons même Jésus-Christ à la tête du Cameroun. Il va impulser le développement avec quoi? Il va nous gérer avec quoi? Si les gens ne créent pas des richesses, si on ne fabrique pas, on est toujours là, on bavarde, on parle. Il faut, lorsqu'on vous parle de l'Union européenne, qui s'est construite sur 2 dimensions, écoutez ça très bien. J'étais à Bruxelles, en Belgique, avec ma femme. Je lui ai dit, tu vois Maastricht, elle ne comprenait pas. Les accords de Maastricht et les accords de Schengen. Alors, l'Union européenne s'est construite sur la base de 2 piliers. Sur la base de 2 piliers. Le pilier politique et le pilier économique. Alors, le pilier politique, c'est l'Europe de Schengen. Non, l'Europe, oui, de Schengen. Les accords de Schengen. Ça, c'est l'Europe politique pour réguler, n'est-ce pas, les flux migratoires, les décisions politiques. Ça, c'est le côté économique. Le côté politique, maintenant, le côté économique, c'était les accords de Maastricht, où on a parlé des critères de convergence, les 5 critères de convergence. Quand j'ai eu le concours de l'ENAM, option régie financière, impôt, cycle A, quels sont les 5 critères de convergence lors des accords de Maastricht? Il faudrait, quand je dis que la politique, ce n'est pas pour les crétins et les abrutis,
Il faut sortir, n'est-ce pas, de la compulsivité, de la réactivité, de l'émotion. On n'est pas des réactionnaires. On ne construit pas une nation sur la base de l'émotion, du sentimentalisme et de l'imbécilité. Il faut des projets structurants, des hommes d'idées, intelligents, à même d'impulser le progrès et le développement. Alors, pourquoi deux Europes? Non, je ne suis pas en train de parler de Kamto. Je parle de lui et de l'ensemble des hommes politiques camerounais, y compris Paul Biya et tout le monde, vous et moi. Hein? Alors, les gens qui pensent que... Je suis en train de dire que beaucoup de Camerounais pensent que la seule alternance suffit pour que le Cameroun se développe. Hein, mon frère Marquez Pat, voilà le sujet. C'est pas Kamto. Et je leur ai pris des exemples de pays où il y a eu alternance au pouvoir, le progrès, le développement n'a pas suivi. Je vous ai cité un livre, allez le lire, Axel Kabou, et si l'Afrique refusait le développement. Qui a dit aux Africains forcément... Ah, pardon. Bonjour. Je m'excuse, hein. Qui a forcément dit aux Africains que... C'est ma voisine. Qui a forcément dit aux Africains que le progrès, le développement passe par la bonne gouvernance politique. Le progrès, le développement passe aussi par ce qu'on appelle la bonne gouvernance économique, les accords de Maastricht, les 5 critères de convergence. Quels sont-ils pour adhérer à l'Union économique européenne, pas l'Union européenne politique? Laissons Schengen, prenons les accords de Maastricht. C'est les 5 critères de convergence, le taux d'inflation, le PIB, et la balance commerciale et tout. C'est pour ça que certains pays comme la Turquie et autres ont été retoqués. Les gens ne savent même pas que l'adhésion à l'Union européenne s'est faite par palier. Il y a eu des États qui ont adhéré après. On leur a demandé d'abord de se conformer aux critères de convergence. Je suis à côté de la plaque Eric Koulibaly, c'est pas grave. Mais pour venir, je vais te dire, vous êtes à côté de la plaque sur cette affaire de développement en Côte d'Ivoire, mon commissaire. On connaît un tel progrès et développement ici sans faire dans la comparaison avec qui que ce soit. Moi, je n'ai pas parlé du développement de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es hors sujet. Je parle, n'est-ce pas, des Ivoiriens qui disent que les Camerounais sont trop faibles, ils ne mènent pas la lutte. Tu as pris le train en marche, tu n'as pas compris mon direct, mon frère Eric Koulibaly. Et qu'ils donnent des leçons qu'on est des faibles. Je leur ai donc tracé historiquement, chronologiquement, les hauts faits des Camerounais en termes de lutte d'émancipation. Je leur ai montré des exemples, illustré des exemples en Côte d'Ivoire. Et maintenant, je parle du développement, du progrès en général. Je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun en termes de développement. Je dis ceci. Le développement, la bonne gouvernance politique n'est pas forcément le développement ou l'émancipation. Il y a la bonne gouvernance politique et la bonne gouvernance économique. Donc, l'alternance au pouvoir de la démocratie est l'un des critères en matière de développement. Mais ce n'est pas le critère essentiel. Il ne suffit pas qu'il y ait alternance au pouvoir, changement et démocratie pour que le développement suive. C'est pour ça que l'Union européenne s'est construite en 2 phases. Il y a eu la phase politique des accords de Schengen et il y a eu la phase économique des accords de Maastricht avec les 5 critères de convergence pour faire partie de l'Union européenne économique. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne politique, de Schengen. Les gens ne le savent pas. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et maintenant, autre erreur, mon frère Eric Koulibaly, il ne faut pas confondre le modernisme avec le développement. Vous savez, les Africains, nous, on a des formules lapidaires. Il y a les routes, il y a l'électricité, il y a les lumières. Vous voyez un peu, non, ce n'est pas ça le développement. Ça, c'est le modernisme. Le développement, c'est autre chose. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Maintenant, la modernisation de la Côte d'Ivoire, toi et moi, on est d'accord. À quel prix? Un endettement colossal. La dette
extérieure de la Côte d'Ivoire en valeur absolue s'élève à près de 14 milliards de dollars de francs CFA. Près de 14 milliards de francs, 14 000, je dis, qu'est-ce que je dis 14 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, pour se moderniser, c'est pas le développement, a eu recours à l'emprunt massif extérieur au point de compromettre des générations entières. La Côte d'Ivoire coule sous le poids d'un endettement colossal, l'un des plus élevés en valeur absolue en Afrique. Lorsqu'on fait une étude comparative, je crois la dette extérieure du Cameroun s'élève vers 10 000 milliards de francs CFA en valeur absolue. Il est même en train de baisser. Mais la Côte d'Ivoire a une ardoise faramineuse. Ça veut dire que le développement de la Côte d'Ivoire, la modernisation de la Côte d'Ivoire est entre les mains des bailleurs de fonds des étrangers. Il suffit qu'ils mettent la pression, c'est l'effondrement. C'est un peu comme quelqu'un qui construit tout à crédit. Il construit sa maison à crédit, il achète sa voiture à crédit, il finance tout à crédit. Cette personne n'est pas libre, elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine. Et je vais terminer donc ce direct par quelques exemples. Nos frères ivoiriens nous disent que Maurice Kamto a été disqualifié du processus, sa candidature a été invalidée, les Camerounais doivent avoir honte, ils doivent sortir, se plaindre. Je vais vous restituer quelques éléments de l'histoire politique ou institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Alors, Konan Bédié succède à Houphouët-Boigny décédé en 1993 en Côte d'Ivoire. Et lorsque Konan Bédié succède à Houphouët-Boigny, il va exercer son mandat sur une période intérimaire. De 1993 à 1995, il assure l'intérim. Il achève le mandat d'Houphouët-Boigny décédé en plein mandat. En plein mandat. Et qui se moque de Paul Biya. Houphouët est mort président à 88 ans. Les Ivoiriens ne l'ont jamais enlevé. Alors, quand Konan Bédié accède au pouvoir, mes amis du continent, Konan Bédié va ostraciser Alassane Ouattara et les Ivoiriens du Nord. Il va créer un concept qu'on appelle l'ivoirité. L'ivoirité. Et qui disent que le Cameroun est injuste. On a créé quelque chose pour éliminer Kamto. Eux-mêmes, ils ont créé une loi en Côte d'Ivoire. Vous êtes même comment quand les Ivoiriens vous parlent, alors que vous avez des arguments, qu'on appelle l'ivoirité. Et l'ivoirité, c'était pour éliminer Alassane Ouattara de la course au pouvoir, qui était un opposant, un fils de la Côte d'Ivoire, soit disant qu'il avait des origines burkinabées. On a créé une loi spéciale. À ce moment, les Camerounais ne sont pas allés dire aux Ivoiriens, oh, c'est quelle injustice ça vis-à-vis de Ouattara. Comment vous pouvez créer une loi pour écarter un homme politique de la course à l'élection, l'ivoirité. Et c'est ça qui a emporté Konan Bédié. Quand Konan Bédié va créer donc l'ivoirité, il était tellement nul, ce Konan Bédié est incapable qu'il n'a pas pu payer les soldes des militaires. La soldadesque s'est révoltée contre Konan Bédié. Ibé, vous vous souvenez de Ibé, le fameux Ibré, le testament célèbre, c'est là où sont nés les Ouattao et le reste. Alors, mon frère Eric Koulibaly, la dette de la Côte d'Ivoire est très élevée. La Côte d'Ivoire vit sous perfusion des bailleurs de fonds. Vous savez, le développement où c'est comme la France, où on fait recours aux fonds souverains, à l'endettement, aux capitaux financiers, c'est un développement fragile. Ce n'est même pas un développement, je dis la modernisation de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas confondre développement et modernisation. La modernisation n'a rien à voir avec le développement. La modernisation veut dire on construit quelques routes, des hôpitaux. Ça n'a rien à voir avec le développement. Voilà.
La Côte d'Ivoire s'est lourdement endettée et a compromis des générations entières. Et vous savez que la dette génère des intérêts, des loyers qu'il faut payer. La Côte d'Ivoire n'arrive même pas encore à payer ce qu'on appelle sa dette nue et propre. La Côte d'Ivoire paye les intérêts des intérêts. Ça, ce n'est même pas le sujet. Donc, je continue en disant que la Côte d'Ivoire va créer un concept qu'on appelle l'ivoirité pour disqualifier Ouattara, un opposant. À quel moment les Camerounais sont allés leur dire que non, c'est injuste, comment vous pouvez créer une loi Konan Bédié pour écarter un homme politique costaud qui a été Premier ministre et tout et tout. On n'est pas allé vous donner des leçons. Est-ce que ça, c'était un exemple de démocratie? Et la Côte d'Ivoire en a pâti jusqu'à la guerre qui a causé des morts. Robert Gueye vient, il chasse Konan Bédié du pouvoir, je crois, en 1999, si je ne me trompe. Mon frère Koulibaly va me donner la date exacte. Il prend le pouvoir et dit, je suis venu balayer. Robert Gueye s'installe au pouvoir, il réintroduit l'ivoirité. Parce qu'il y a une élection en 2000, un mandat de 5 ans. Mais entre-temps, même déjà, Konan Bédié a voulu changer la constitution pour ramener le mandat de 5 ans à 7 ans et la limite d'âge à l'élection présidentielle à 75 ans. Il y a eu des émeutes en Côte d'Ivoire, une guerre communautaire interethnique entre déjà les Bété et les Baoulés d'un côté et de l'autre côté avec les Sénoufos, les Diola et autres, les musulmans du Nord qui se sentaient ostracisés, les gens de Ouattara, qui sont arrivés en Côte d'Ivoire depuis, qui sont des Ivoiriens. Alors, Robert Gueye, donc, qui fait le coup d'État, doit organiser l'élection en 2000. Il troque son trait militaire contre un costume, 3 pièces. Il réintroduit le concept de l'ivoirité. Et Alassane Ouattara ne se présente toujours pas. Konan Bédié l'a déjà exclu de l'élection de 1995 parce que Konan Bédié a su l'intérim d'Oufouet Boyi de 93 à 95. Il organise une élection en 95. Il veut modifier la constitution. Il écarte Ouattara avec l'ivoirité. Ouattara n'est pas candidat, comme Kamto aujourd'hui dont il parle là. Robert Gueye le chasse du pouvoir, le même Robert Gueye qui organise l'élection en 90, en 2000, introduit l'ivoirité. Ouattara est toujours disqualifié. Et ils viennent donner des leçons au Cameroun. Ils appliquent leur loi qui exclut les citoyens sur l'ivoirité, mais ils viennent donner des leçons au Cameroun. Alors, le désordre va donc commencer en Côte d'Ivoire en 2000, parce que Robert Gueye va perdre l'élection et va vouloir faire un coup d'État. Gbagbo, avec les patriotes, va descendre dans la rue. Ils vont descendre dans la rue et chasser Robert Gueye du pouvoir. Et Robert Gueye va perdre sa vie à la suite de ça. Gbagbo va prendre donc le pouvoir en 2000 par un coup d'État populaire à la suite d'une élection contestée. Quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000, il doit organiser l'élection en 2005. Gbagbo ne règle pas le problème de l'ivoirité. Il laisse ça. En 2005, donc, avant 2005, Ouattara et ces gens prennent les armes, que comme nous on est exclus, on ne peut plus continuer comme ça. Gbagbo organise donc une élection, je crois, en 2005. Non, le mandat de Gbagbo finit en 2005. La Cour suprême de la Côte d'Ivoire a invalidé la candidature de Ouattara, s'appuyant sur la loi sur l'ivoirité, et qui disent que oh, on a exclu Kamto, c'est l'injustice. Eux-mêmes, ils ont exclu Ouattara en invalidant sa candidature auprès de l'équivalent du Conseil constitutionnel camerounais, qu'on appelle la Cour suprême de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va donc créer la guerre entre 2000 et 2003. Les rebelles qui vont prendre les armes, occuper Bouaké. À la suite,
excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. À la suite donc de cette injustice, Ouattara va prendre les armes via les Guillaume Soro, les forces nouvelles occuper Bouaké. Vous connaissez l'histoire. Il y aura donc des négociations à Dakar en 2002, les accords de Dakar. Gbagbo est président, il ne va rien signer. Après, il y aura les accords de Lomé en 2003 et les accords de Lina Marcoussi. Vous vous souvenez? Les accords de Marcoussi en 2003. On va contraindre Gbagbo à partager le pouvoir. Il va nommer des ministres rebelles. Les Guillaume Soro autres qui vont rentrer dans le gouvernement. Alors, posez-vous une question. Les Ivoiriens qui parlent beaucoup. Gbagbo sera président de 2000 jusqu'à 2011. Le mandat de Gbagbo a expiré en 2005. En 2005. Gbagbo a reporté l'élection présidentielle à 5 ans. Il a annoncé des reports de l'élection 6 fois. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire est restée de 2005 jusqu'en 2010 ou 2011 sans président? Gbagbo exerçait le pouvoir de manière illégale, il n'y a pas eu élection. Il aurait pu organiser l'élection en 2005. Les Ivoiriens qui parlent beaucoup là, qui viennent donner des leçons aux Camerounais, pourquoi ne sont-ils pas descendus dans la rue pour dénoncer l'illégalité et dire que Gbagbo est un président illégal et illégitime? Son mandat a expiré depuis 2005. Comment quelqu'un est élu en 2000 et le mandat en Côte d'Ivoire c'est 5 ans? Le mandat expire en 2005. Ce n'est qu'en 2011 qu'il y a une élection avec la guerre, le sang qui coule. Où étaient les Ivoiriens qui parlent beaucoup là, qui nous donnent des leçons là, de 2005 à 2011, pour descendre dans la rue et exiger le respect de la Constitution? Gbagbo est resté au pouvoir pendant 5 ans, de 2005 à 2010, sans aucune légitimité. Il n'y a eu aucune élection. Aucune. Ça va, ma fille? Ça va bien. Il n'y a eu aucune élection. Vous, les Ivoiriens qui viennent vous donner des leçons. Gbagbo était un tricheur de 2005 à 2011. 0 élection en Côte d'Ivoire. Monsieur Mouton, les Ivoiriens sont patriotes et aiment leur pays. La forfaiture du droit camerounais n'est pas comparée à celle de la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Philippe Pengo qui m'appelle monsieur Mouton, monsieur Cabri. Monsieur Cabri, les Ivoiriens sont des vauriens, comme leur nom l'indique, Ivoiriens. Ils donnent des leçons aux autres. La situation en Côte d'Ivoire est pire qu'au Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire a instauré l'illégalité en instaurant le concept de l'ivoirité pour éliminer un sérieux prétendant à l'élection présidentielle à Alassane Ouattara. Monsieur le cabri, comme tu m'as insulté mouton, t'es un cabri. C'est quoi un cabri? Le mouton est mieux que le cabri. Alors, pourquoi vous qui êtes, n'est-ce pas, les pionniers de la démocratie, vous avez exclu Ouattara avec le concept de l'ivoirité? Voilà. Et de 2005 à 2010, quelle élection a été organisée en Côte d'Ivoire? Monsieur Philippe Pengoué, je vais arrêter les insultes pour mettre en avant le côté discursif, cognitif et intellectuel. Est-ce qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire? Gbagbo était un président de fait qui usurpait la présidence de la République. Où étaient donc les Ivoiriens, les grands patriotes, pour ne pas descendre dans la rue? Le Cameroun a aussi ses réalités que nous appliquons. Quand nous on applique nos réalités, vous venez dire non, ceci, cela. Vous avez toléré que Gbagbo reste au pouvoir de 2005 à 2011 de manière illégale et illégitime sans aucune élection. Vous étiez où? Vous n'avez aucune leçon à donner aux Camerounais. Vous devez vous taire. Vous devez vous taire, mon cher frère. Je n'ai rien après toi, je ne te connais pas. Argument contre argument. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire à cause de ces lois scélérates sur l'ivoirité. Le sang des Ivoiriens a coulé. Est-on patriote
en allant faire couler le sang de ses compatriotes, de ses frères. Votre homme politique qu'on appelle Pascal Affingue Sang en Côte d'Ivoire a dit, un vrai leader, c'est celui qui évite un bain de sang à son peuple. Affingue Sang, ce n'est pas un nom de Kalan Minkoul. Un nom de Kalan Minkoul, c'est Zogo. Donc, Affingue Sang, c'est un Ivoirien qui dit, un leader ne conduit pas son peuple à l'abattoir. D'où vient-il que les Ivoiriens pensent que tout doit se régler par des bains de sang, la violence et la guerre? Où est votre maturité politique? Où est votre responsabilité? Mais vous vous comportez exactement comme les petits des cités ici. Dès qu'il y a un petit problème, ils disent wesh. Ils disent wesh. Ils prennent les couteaux, ils prennent les gourdins, ils veulent abattre tout le monde. Dans un monde civilisé, on règle les problèmes par le dialogue, par le consensus, par l'échange. On ne règle pas les problèmes par la guerre. On descend dans la rue, oh, tuer Konan Bédié. Après ça, tuer Robert Gueye. Oh, tuer Laurent Gbagbo. Oh, tuer Alassane Ouattara. Au final, où est votre côté civilisé? Quelle leçon vous pouvez donner aux Camerounais? Aucune. Aucune. Je préfère même encore la paix avec un jeu comme Paul Biya que des massacres, des viols, des bains de sang. Vous êtes à votre 4e président. La Côte d'Ivoire est toujours en train de brailler, de crier, de hurler, de verser le sang des leurs. Un patriote verse le sang de ses frères. Vous savez ce qu'on appelle un patriote? Donc pour vous, pour que la Côte d'Ivoire soit stable et libre, il faut que le sang coule. Bon, je ne comprends pas. Nous, on est sclérosés dans l'immobilisme avec le vieux Biya, qui est Kakoshim. Je vous le conseille. Vous avez déjà changé 4 présidents en Côte d'Ivoire, mais vous êtes toujours en train de hurler avec des gourdins, des couteaux, des bâtons en main. Où est la logique dans votre posture? Où est la logique? En termes de comparaison, on suppose que la Côte d'Ivoire devrait quand même être plus stable que le Cameroun, puisque vous avez changé de président. Mais la Côte d'Ivoire en est toujours au point où les gens ont des haches, des gourdins, des marteaux. Votre président Gbagbo, peut-être qu'il n'a pas suivi mon direct au début, mon frère Koulibaly a écrit un livre, va le lire. Pour la vérité et la justice, il reconnaît la sagesse de Paul Biya. Ce n'est pas moi, c'est le livre autobiographique de Laurent Gbagbo, le grand leader que je respecte en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde même les âges, je vais vous donner les âges de Ouattara et de Gbagbo. Voilà. J'ai pris le temps de me renseigner. Ouattara est âgé de 83 ans. Gbagbo de 80 ans. Où est la jeunesse? Où sont les jeunes? Les Guillaume Soro, les Blé-Goudé. Au point où on parle de 2 vieillards qui se disputent le pouvoir et veulent faire couler le sang des Ivoiriens. Alassane Ouattara, 83 ans. Laurent Gbagbo, 80 ans. Et vous dites que Biya est vieux. Des vieillards de plus de 80 ans qui se disputent le pouvoir et vous êtes prêts à verser le sang des vôtres pour 2 vieillards. Et vous venez donner des leçons aux Camerounais. Que Paul Biya est vieux. Où est la logique? Où est la cohérence dans ça? Donc, mes frères, il faut arrêter ça. Donc, je tenais vraiment à vous faire ce petit direct-là pour éclairer vos lanternes. Que nos frères ivoiriens que j'aime bien, j'irai d'ailleurs boire quelques bières avec eux là. On se retrouve quelque part là, entre Africains, on boit nos bières. Ils m'aiment d'ailleurs bien, je les aime bien, mais il fallait leur répondre pour éviter que ne s'installe le mensonge, la manipulation, parce que beaucoup de nos frères ivoiriens sont manipulés par les extrémistes Bamileke pro-Kamto, qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, parce que mes amis ivoiriens m'ont dit que commissaire Zogo, il y a déjà trop de Bamileke en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà trop nombreux, ça nous inquiète. Je bois avec eux. Je les connais, je les salue d'ailleurs, ils suivent ces directs. Et comme nos frères Bamileke là veulent faire diversion, pour faire croire qu'ils manipulent les Ivoiriens, que non, c'est parce que nous fuyons la dictature de Paul Biya que nous sommes nombreux ici là. Ça ne va pas marcher.
Donc le Cameroun n'a aucune leçon à recevoir de la Côte d'Ivoire. Nous aimons bien la Côte d'Ivoire, c'est un peuple frère, ce sont des amis, mais arrêtez cette rivalité morbide et pathologique que dans tout ce qu'on veut faire, le football, on oppose Eto'o à Drogba. En politique, on oppose Paul Biya à Ouattara, à Gbagbo. Même les histoires, même des femmes, ça va devenir Emma Louès contre Biscuit de mer. On n'est pas frontalier, on n'est pas limitrophe. Gérez vos histoires là-bas, avec le Nigeria, le Mali, et le reste, le Sénégal. Nous, on est en Afrique centrale, et en Afrique centrale, le Cameroun est leader. C'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Le Cameroun est l'un des plus grands pays en Afrique noire francophone. Voilà le Maroc qui a un roi. Le Maroc se développe avec le roi Mohamed VI. Le Maroc se développe. Mais bien sûr que le Maroc se développe. Mais vous avez des présidents, on les change. L'alternance, qu'est-ce qui bouge? Les Ivoiriens sont au point aujourd'hui de vouloir encore une autre guerre. Après ce qui s'est passé, je voyais à Abobo le commando invisible qui violait les femmes, les filles. Dès qu'une fille est belle, on finit avec elle. On tue les mamans. Et c'est cette guerre que vous voulez encore en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Pour que nous les Camerounais, on se mobilise encore. Vous avez déjà vu un président du Cameroun qu'on va enfermer à la haie, comme Gbagbo, ou bien les leaders camerounais, les Blé-Goudé et tout ça, non. Aucun président camerounais n'a fait l'objet de poursuites pour crimes contre l'humanité. Nous sommes venus défendre Gbagbo chez vous. Les Camerounais étaient les plus actifs. Un livre même a été écrit par des intellectuels camerounais qui règnent là-bas en maître absolu. Deux intellectuels camerounais se sont affrontés, je crois, Onana Fisekila et Franklin Yamsi. Donc, le Cameroun n'est pas votre égal. Nous sommes juste des frères, des amis. Il faut arrêter ça. On va au football, vous vous mettez à gesticuler. Vous gagnez une petite Coupe d'Afrique, vous parlez du Cameroun. Vous savez combien de Coupes d'Afrique on a gagné? La Coupe du Monde, le niveau où le Cameroun a été, c'est quoi même votre problème, les frères? On n'est pas en Afrique de l'Ouest. On n'est pas limitrophe, on n'est pas frontalier. C'est quoi même le problème là? Les Camerounais arrachent les femmes aux Ivoiriens. Quel est votre problème? Vous avez le nom du Cameroun dans vos bouches du matin à midi, le soir, le matin à midi, le soir. Les gars, si vous avez décidé d'être des barbares, de régler vos problèmes par le sang, nous on n'est pas des sanguinaires. Les Camerounais sont fins, subtils. Nous on aime la belle vie. Pourquoi on va aller s'entretuer entre nous? Certes, il y a des problèmes chez nous, les guerres, les coupeurs de route, les Arguina au nord, les Ambazozo, dans le Nozo. Mais on va résoudre ça. C'est des opérations spéciales. C'est des petites poches de résistance. Comment pouvez-vous lever et dire qu'il faut qu'on fasse comme les Ivoiriens, ils sont dans la rue avec Ouattara, donc on doit aller, on viole nos filles, nos femmes, nos mères, nos sœurs, on les massacre, on les tue, pour montrer qu'on a la testostérone. C'est quelle civilisation ça, c'est quel progrès? Mais ça c'est rétrograde, c'est la barbarie, c'est le Moyen-Âge. Cette époque est dépassée, les gars. Donc moi je vais m'arrêter là, laissez-moi boire mon vin rose tranquillement. Ma fille et ma femme me font un bon barbecue là. Je suis dans mes vacances, je suis obligé encore d'aller sortir pour venir vous répondre. Il n'y a pas la paix avec vous. Je vais faire un direct sur TikTok mardi. Vous savez, vous connaissez mon compte TikTok, le Zigli. Parce que sur TikTok, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Je vais bien, pas les laver, ce sont mes amis Ivoiriens que j'aime bien. Mais je vais essayer quand même de les recadrer. Qu'ils arrêtent de diffuser des fake news, des contes de vérité. Moi, je ne savais pas qu'on est un héros parce qu'on est un barbare. Parce qu'on tue, parce qu'on règle le problème par la violence, par la guerre. On est un héros. Non, on est plutôt un barbare. On n'est pas civilisé. Lorsqu'on prône la guerre, la violence, ça s'appelle la barbarie. J'essaie de prendre ça en exemple. Donc les gars, moi je ne sais pas, il est quelle heure là? Moi je vais m'arrêter là. Il est 17 heures. Je vais m'aller retrouver mes frères ivoiriens là pour boire nos bières. Ils écoutent ce direct là. Ils aiment beaucoup me suivre. Ce sont les frères ivoiriens là. Chaque fois que j'allais vers eux, ils me disaient que Paul Biya est fini. Oh, tu as vu, je leur ai dit que laissez l'affaire là. Le Cameroun a plus de 250 ethnies.
Ceux qui viennent vous parler là, c'est une poignée d'extrémistes. Pro-Kamto, tous des Bamileke. Et je leur ai dit que vous verrez, Kamto ne sera pas candidat. Ils m'ont dit non. Ils sont trop forts. Le commissaire, c'est fort au Cameroun. L'autre jour, je suis reparti là-bas. Ils m'ont payé à boire, ils m'ont porté comme un héros. Ils me disent que non. Les gars là ont essayé de nous mentir, de nous manipuler. Comme nous, on ne connaît pas bien le Cameroun. Le Cameroun est une mosaïque. Je vous le répète. Et c'est par ça que je vais m'arrêter. De plus de 250 ethnies. Et une seule ethnie ne peut pas dicter sa loi pour prendre le pouvoir au Cameroun. Hein, Makosso, dis ça à tes frères en Côte d'Ivoire. Et Malouest, dis ça à tes frères que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Pour prendre le pouvoir au Cameroun, il faut un certain consensus national autour des 250 ethnies, à la différence des 4 ethnies de Côte d'Ivoire. Les Mandés, qui sont composés des Bambara, des Dioula, des Malinké, le groupe Krou constitué des Bété, le groupe Gou constitué des Sénéfo et le groupe Akan des Baoulés. Au Cameroun, nous sommes plus de 250 ethnies. Et nos frères Bamileke, la petite minorité pro-Kamto, viennent vous mentir qu'ils sont trop forts, ils vont prendre le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir au Cameroun en s'appuyant sur son ethnie. Faux. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils ne peuvent pas. Le pouvoir au Cameroun se négocie. C'est un jeu d'équilibriste entre les différentes communautés et différents groupes ethniques. Il faut trouver un consensus, un juste équilibre. Oui, il faut trouver un juste équilibre. Les gens viennent nous avancer des fadaises qu'au Cameroun, il faut voir les vrais connaisseurs du Cameroun qui vont vous expliquer la vérité sur le Cameroun. Plus de 250 ethnies. Le Cameroun n'est pas constitué que des Bamileke et des Bétis. Si on les enlève, les Bamileke et les Bétis ont besoin de composer avec les autres ethnies pour prendre le pouvoir. Et si on a une démarche suprémaciste hégémonique au Cameroun, malheureusement, on ne peut pas avoir le pouvoir. Donc n'écoutez pas ce que les partisans de Kamto qui boivent le vin avec vous là, mes frères ivoiriens, ils viennent vous dire. C'est faux. Ils vous racontent des fadaises. Le Cameroun a appliqué ses lois sur le cas Kamto. Ils vous disent pas la vérité. Il y a une loi au Cameroun, comme vous avez appliqué la loi sur l'ivoirité pour disqualifier Ouattara, qui dit que un parti qui n'a pas d'élu ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et Maurice Kamto a boycotté les élections législatives de 2020. Il n'a pas d'élu. Donc d'office, il s'est tiré une balle dans le pied. C'est ce qu'il doit vous expliquer. Et on applique les lois du Cameroun. On ne va pas changer les lois du Cameroun pour faire plaisir à Maurice Kamto. Deuxième problème de Maurice Kamto, c'est que au lieu d'aller prendre un parti sans histoire, il s'est attaché les services d'un parti qui a un problème de leadership. Le Manidem, les gens se disputent le parti. Il y a un certain bicéphalisme et même polycéphalisme à la tête du Manidem et UPC et autres. Kamto aurait pu prendre le parti de Kwemo, son frère, ou bien de Maximilien Tangana, qui a un élu, il n'aurait eu aucun problème. Mais il s'est compliqué la vie. Et maintenant, quand on applique la loi du Cameroun, comme beaucoup de partisans de Kamto vivent en Côte d'Ivoire, ils viennent vous mentir, vous manipuler que Kamto est victime d'une injustice. Non, Kamto n'est pas victime d'une injustice. Kamto est victime des lois de son pays qu'il connaît, qu'il a fait voter et adopter lui-même et qu'on applique. On ne va pas changer les lois du Cameroun pour faire plaisir à Kamto. Voilà la vérité qu'on ne vous dit pas. Oui? Il y a d'autres candidats qui ont été éliminés. Et au Cameroun, quand ils vous disent qu'injustice, il n'y a pas que Kamto. Il y a 12 candidats en dehors de Biya qui peuvent se présenter. Et parmi même les candidats des anciens ministres de Paul Biya, Bello Bouba et Issa Chiruma, qui ont démissionné, si Paul Biya était même rancunier, il devrait même plus éliminer les candidatures d'Issa Chiruma et de Bello Bouba, qui sont des ingrats. Kamto ne remplissait pas les critères, les conditions fixées, exigées et imposées par la loi camerounaise. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le reste, c'est que des balivernes. Donc moi, je vais m'arrêter là. Le direct a assez duré. Mes frères ivoiriens, vous êtes donc édifiés. Nous sommes des frères. Yako, faites vos histoires. Versez votre sang et le sang aux yeux. Nous, on n'est pas obligé de faire comme vous. On vous regarde. Bon,
Au terme donc de ça, il faut que Ouattara ne se présente pas. Parce que Ouattara est calme, il a le pouvoir. J'espère qu'après ça, Ouattara ne sera pas candidat. Mais si Ouattara est donc candidat, ça n'aura servi à rien. Vous vous comportez donc exactement comme les partisans de Maurice Kamto. Je peux comprendre que Gbagbo, sa candidature doit être validée. Mais allez affronter Ouattara aux élections. Ne dites pas que Ouattara ne doit pas se présenter. Prouvez-lui que vous êtes fort. Et réglez vos problèmes là-bas. Nous, on n'a rien à foutre. Au Cameroun, on a appliqué la loi du Cameroun. Maurice Kamto ne sera pas candidat. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui viendront installer Maurice Kamto comme candidat. Ça ne vous regarde pas. Le Cameroun a sa souveraineté électorale. Voilà. Chacun gère ses problèmes. Gérez vos problèmes là-bas avec Ouattara et Gbagbo. Ça ne nous regarde pas. Si vous voulez massacrer tous les Ivoiriens, tuer toutes vos femmes, violer, c'est votre problème là-bas. Ça ne nous regarde pas. Chez nous, Kamto ne sera pas candidat. Nous appliquons les lois de notre pays. Tout le reste qui vient vous dire là qu'il est victime, il n'est victime de rien. Ce sont les lois du Cameroun qu'on a appliquées. On a un code électoral et Kamto est juriste. C'est lui-même qui a rédigé ce code électoral-là. Il vient vous mentir. C'est pas vrai. Donc les gars, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Moi j'en ai terminé. Et bon dimanche à vous. Moi je suis toujours là. Je bois le Dontol, le Menzimozong, le Bilibili. Moi je ne sais pas ce que vous buvez. Je vais vous lire là pendant 2 minutes. Après je vais mettre la clé sur le paillasson. Je serai sur TikTok mardi. Demain je vais me reposer, c'est lundi. Vous savez que je suis en vacances et tout, je bouge beaucoup. Voilà. Mardi, je serai sur TikTok pour causer avec mes frères ivoiriens. Bon, dites-moi ce que vous avez à dire là. Je vais vous lire pendant 3 minutes. Après, je vais partir. Le direct n'était pas sur Maurice Kamto aujourd'hui, non. Voilà. Donc, je n'ai pas insulté le professeur Maurice Kamto. Je ne m'acharne pas sur lui. Vous m'avez dit que, commissaire, Maurice Kamto n'est plus candidat. Laisse-le tranquille. Je vous ai compris. Il n'est plus candidat. Je ne parle plus de lui. Mais pourvu que lui aussi reste tranquille. Vous savez, le président Tchafak a dit que vous parlez des autres candidats. Nous allons parler de Kamto. Kamto n'est plus, oulala, Matata, Lucie, Bête et Bois. Maurice Kamto n'est plus candidat. Je vous ai compris. Il faut que je le laisse aussi tranquille. Ça, c'était pour répondre à nos frères ivoiriens. Moi, je laisse Maurice Kamto tranquille. Il n'est plus candidat. Voilà, il ne faut pas s'acharner sur lui. Il n'est plus candidat. Et quoi qu'il fasse, il ne sera pas candidat. Non pas parce qu'on le déteste, non pas par inimitié. Chaque pays a ses lois, a son règlement. En France, voilà Madame Le Pen, non, qui a été condamnée à l'affaire des élus du Parlement européen. Et on a appliqué une loi. Ça veut dire l'application immédiate. Les gens ont hurlé que c'est l'injustice. Non. On disait que non, cette loi vise Madame Le Pen. On ne va pas changer la loi du pays parce que c'est Madame Le Pen, parce qu'elle est en tête des sondages. C'est pour ça qu'elle a actionné le plan B, comment on appelle à Jordan Bardella, la Grande France, que vous prenez en exemple. Vous vous souvenez de ça? La condamnation de Madame Le Pen avec exécution immédiate. Ils ont hurlé, ils ont crié. C'est la loi de la France qu'on applique. Et il y a une différence entre la loi et la morale et l'éthique. Qui vous a dit que toutes les lois sont morales? Par exemple, la loi sur l'IVG, c'est une loi immorale. La loi n'a rien à voir avec la vertu et la morale. Dura lex, sed lex. La loi, elle est due, mais elle reste. Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, maman m'a appliqué des lois. Me voici qui me retrouve ici. Mes camarades sont des divisionnaires, non. La loi du Cameroun s'est appliquée sur moi. On m'a enlevé de la police, en français facile, revoqué. Je devais être grand patron de la PJ et tout. C'est la loi du Cameroun. Et on m'a dit, on ne pleure pas. Et je n'ai pas pleuré. J'ai pris la pirogue, couilla. Je suis allé en Guinée, je suis venu en France. Je me suis plié aux lois du Cameroun. Pourtant, j'ai été victime. Mais c'était la loi de mon pays qui voulait que, quand ton patron pense que tu as commis une faute, on t'enlève. On m'a enlevé, on a appliqué les lois du Cameroun, qui étaient injustes, je n'ai rien fait. Mais c'est la loi du Cameroun qu'on a appliquée. Dura lex, sed lex. On ne va pas modifier les lois pour quelqu'un. Sinon, pourquoi la France ne modifie pas la loi sur Madame Le Pen? On a dit exécution immédiate.
On dit que non, cette loi est inconstitutionnelle, mais elle est là, elle a été votée par les élus. On l'applique. Madame Le Pen, pour le moment, ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle. Elle a été condamnée. Elle a fait appel, mais son appel n'est pas suspensif parce que la loi est d'application immédiate. Pourquoi ces partisans ne crient pas que et les Ivoiriens, pourquoi ils ne viennent pas dire aux Français qu'aller manifester, casser, brûler, tous vous êtes des faibles? Arrêtons ça. Bon. Bye bye. Merci.